Saint-Cyrien, Saint-Cyrienne, bonjour. On nous a demandé de nous intéresser à un événement marquant de cette semaine passée à Saint-Cyr. Après une semaine passée à désigner un leader pour chaque activité, ce leader désignant lui-même la hiérarchie avec laquelle il voulait travailler, notre acharnement et notre discipline à respecter les ordres de ce chef nous ont permis de réussir la majorité des épreuves proposées au cours de ce séminaire. Au cours de cette épreuve, nous avons donc dû transporter un blessé dans un brancard au terme d'un parcours. Mais dès le début, nous avons dû faire face à deux inconnus. Tout d'abord, une inconnue spatiale, nous ne savions pas le parcours dans lequel nous allions nous aventurer, et une inconnue temporelle, nous ne savions pas le temps qu'allait durer cette épreuve. Dès le début, en réalité, la hiérarchie que nous avions instituée s'effondra. En effet, le chef n'était plus écouté, son autorité avait disparu, du simple fait que chacun exprimait ses moindres ressentis, ses moindres remarques, les ordres fusaient de part et d'autre. Le chef a donc perdu son autorité, la hiérarchie s'est effondrée. Une nouvelle hiérarchie est apparue, une hiérarchie constituée de personnes qui avaient peut-être plus d'autorité, des personnes pour qui l'ensemble des membres du groupe avaient confiance en cette personne. Et un nouveau leader, des nouveaux leaders sont apparus et ont remplacé la hiérarchie instituée. Ce phénomène est-il anormal ? Non. C'est notre hypothèse de base. C'est pour ça que nous avons décidé de réaliser cette question de recherche et ce mémoire, car nous pensons qu'en situation de crise, une hiérarchie peut s'effondrer. Et c'est ce que pensait Xavier Emmanuelli. Xavier Emmanuelli est le cofondateur du SAMU social et le fondateur de Médecins sans frontières. Il a donc été habitué à ce genre de crise, des crises humanitaires, des crises de guerre, des situations de guerre. Il a à chaque fois établi une hiérarchie et il affirmait que dans chaque crise apparaissent des leaders qui savent ce qu'ils doivent faire. Donc il légitimait ici le fait que dans une crise, des leaders, une nouvelle hiérarchie peut apparaître. Élaborer la question de recherche suivante. La remise en cause en temps de crise de la hiérarchie défaillante instituée au sein du groupe est-elle alors inévitable et irréversible ? Et l'hypothèse donc, que nous avons validée après nos observations et ce que nous avons vécu à Saint-Cyr est que cette remise en cause de la hiérarchie est effectivement évitable, mais que si elle est effective, elle est alors irréversible. Il se déroule selon la chronologie suivante. Tout d'abord, il y a donc, au sein du groupe un excès de communication et une forte individualisation qui est suivie par une rigidification de la hiérarchie par le chef donc qui prend ses distances vis-à-vis de ses subordonnés. Puis le groupe se sépare en sous-groupes plus autonomes avant de voir l'apparition des fameux leaders naturels et donc cette coexistence de deux hiérarchies, à la fois donc, la hiérarchie instituée, initiale, et cette hiérarchie naturelle plus spontanée. La sociologie est venue naturellement comme le premier rapport dans lequel se plonger. Le premier concept qui nous a intéressé, c'était donc un concept de Michel Daubry. Il a fait une distinction qui nous a apparu comme fondamentale, c'est la distinction entre légitimité horizontale et légitimité verticale. Alors la légitimité verticale, c'est justement la légitimité de l'institution de la hiérarchie instituée. Par opposition, la légitimité horizontale est une légitimité d'action et donc de mérite. C'est l'idée qu'on devient légitime par son action au sein du groupe et donc qu'on est reconnu comme chef. Ce qu'on a observé en fait, nous concrètement, c'est que ça s'appliquait bien à notre cas puisque ce qu'on observe c'est qu'il y a une baisse de la légitimité verticale puisque en fait les membres du groupe n'écoutent plus la parole performative du chef mais se concentrent sur les autres à côté d'eux. Donc, sur leurs exploits pratiques, et donc ça en fait des leaders naturels. Et donc en fait c'est intéressant de voir cette naturelle tendance à la légitimité horizontale qui prend le pas sur la légitimité verticale, et ça s'inscrivait bien dans notre étude. Ensuite il y a un deuxième concept qui nous a intéressé, donc cette fois chez Émile Durkheim dans la règle de la méthode sociologique. C'est qu'il a simplement fait une distinction qui apparaît fondamentale entre deux groupes sociaux, c'est l'institution d'un côté et l'organisation de l'autre. Il a mis dans le temps long l'idée d'institution, c'est-à-dire de structure pyramidale, dans le temps court l'organisation, c'est-à-dire des réseaux, des réseaux de communication entre des gens qui ne sont pas subordonnés les uns les autres mais qui échangent. Et en fait ce qu'on observe c'est que c'est précisément ce qui se passe au cours par exemple de la piste Guyane. Nous ce qu'on a pu observer c'est que précisément on
passe naturellement, dans le temps de crise, qui est un moment extrêmement court, qui est un moment intense, on passe naturellement au mode de fonctionnement qui est celui de l'organisation, c'est-à-dire que chacun se met à dire de son côté, voilà, il y a ça à faire, qui communique avec l'autre groupe, et donc il y a un réseau naturel qui s'oppose en fait à l'institution, à la hiérarchie, qui est censée tenir le temps long. Dans le cadre de notre mémoire de recherche, nous avons pu poser quelques questions à un chercheur en sociologie à l'université de Rennes 2, M. Gerhard Krauss, qui nous a éclairé sur un certain nombre de points et soulevé certaines questions vis-à-vis de notre propre hypothèse de recherche. Tout d'abord, il a commencé par nous resituer la hiérarchie dans l'ensemble des institutions sociales qui permettent au groupe de se structurer et de perdurer dans la forme qu'il a habituellement. La hiérarchie est donc une institution sociale parmi d'autres, mais c'est aussi une institution sociale qui a une place à part entière, étant donné qu'elle est visible, elle est proéminente, et pour que cette institution perdure, il faut qu'elle soit justifiée. Et cette justification permet à la hiérarchie d'obtenir sa stabilité. Cette stabilité s'acquiert aussi par d'autres moyens, notamment le droit. Dans notre société moderne, beaucoup de hiérarchies, notamment les hiérarchies dans les entreprises ou bien évidemment les hiérarchies politiques, sont des hiérarchies de droit, ce qui leur confère beaucoup de stabilité. La hiérarchie doit aussi être vécue, elle doit faire partie de la vie quotidienne des personnes du groupe afin d'être stable. Et la hiérarchie doit avoir une longue historicité, doit être âgée, puisque de ce fait, cela fait longtemps que les personnes sont habituées à agir en fonction de cette hiérarchie. Et cela va donc lui conférer une grande stabilité. Concernant notre hypothèse de recherche, nous avons supposé qu'apparaissait une nouvelle hiérarchie à la suite de la faillite de la première. Alors cette nouvelle hiérarchie, pour perdurer, pour elle-même s'installer, doit acquérir ce vécu dont parle Gerhard Krauss, qui lui permet d'acquérir par la suite cette stabilité. Et c'est souvent ce vécu qui va manquer, c'est-à-dire que cette nouvelle hiérarchie ne va pas se traduire concrètement par des gestes quotidiens des membres du groupe, et ce qui va la rendre beaucoup plus fragile, et ce qui va parfois expliquer un retour à l'ancienne hiérarchie. Deuxième point, sur notre expérience à Saint-Cyr. À Saint-Cyr, nous avons vu que notre propre hiérarchie avait vite été balayée. Après ce que nous a dit Gerhard Krauss, nous pouvons supposer que cette fragilité est en fait due à l'historicité de notre hiérarchie qui était extrêmement courte, quelques minutes à peine, ce qui explique que nous n'avions pas vraiment le temps de nous habituer, d'agir en conséquence en fonction des ordres que nous recevions via cette hiérarchie. Ensuite, Gerhard Krauss discute le terme de naturel lorsque nous parlons de l'apparition d'un leader naturel. Pour Gerhard Krauss, l'héritage social est extrêmement important, que ce soit dans le savoir-faire ou le savoir-être. Le leader n'a pas grand-chose de naturel. Il arrive souvent à se mettre en avant par, je cite, une mobilisation opportune de contacts sociaux. C'est-à-dire que c'est la position de ce leader naturel dans le tissu social qui va en fait lui permettre d'apparaître comme un leader et de prendre une place prépondérante dans le contexte de crise. Enfin, un troisième point, c'est celui de l'esprit d'équipe, puisque d'une part, l'esprit d'équipe soude le groupe, c'est évident, mais d'autre part, l'esprit d'équipe, en créant des liens autres que professionnels entre les membres du groupe, prépare ces contacts sociaux dont a parlé Gerhard Krauss, qui eux-mêmes peuvent servir de base à l'établissement d'une nouvelle hiérarchie par l'apparition d'un nouveau chef qui utilisera ces contacts. Suite à ces différentes analyses littéraires, nous avons décidé d'appuyer notre raisonnement sur un questionnaire. Il y a eu 3 choses très importantes sur ce questionnaire. Déjà, 16 questions qui suivent un raisonnement logique, qui suivent les 5 étapes de notre hypothèse. Puis, nous avons repris ce questionnaire avec une certaine pondération. Par exemple, nous avons regardé la population qui a répondu B à la question 8, et ensuite nous avons regardé comment cette population a réagi aux autres questions. Par exemple, nous sommes surtout intéressés au fait que la population qui a répondu B à la question 11 a répondu à 100% B à la question 8, et grâce à cela, nous avons pu tirer des conclusions beaucoup plus claires et beaucoup plus précises. En fin d'expérience, est venue l'heure de développer une démarche critique vis-à-vis de notre travail. On peut peut-être encore revenir à notre hypothèse, voir combien sont déroulées chronologiques son organisation, qui était pour nous assez claire, et finalement
trop rigide vis-à-vis de notre expérience, puisque le scénario que nous avions choisi pour répondre à notre question de recherche était finalement assez risqué. La question d'historicité et d'ancienneté du groupe a peut-être été sous-traitée vis-à-vis de la prépondérance qu'elle occupe normalement dans la réalité, puisque bien sûr, plus un groupe est ancien, plus il y a d'entraves au bouleversement. Également, on peut ouvrir une dernière perspective et donc rebondir sur notre question de recherche même et sur les termes que nous avons choisis. Le thème, hiérarchie bien sûr. Comme je l'ai dit, la taille du groupe est bien sûr essentielle pour la définition de la hiérarchie, puisque notre conception de la hiérarchie finalement n'existe que dans un groupe de taille réduite. Puisque imaginons par exemple un groupe réduit d'individus, mettons 2 ou 3, il est difficile d'imaginer une chaîne de commandement et donc des bouleversements. A l'inverse, une nation qui est la phase ultime du groupement, n'est pas véritablement sujette aux contestations comme nous l'avons connu à Saint-Cyr, par exemple dans le cadre de la piste Guyane. Ainsi, on pourrait dire que finalement la hiérarchie ne se conçoit ni trop près, ni trop loin.